Bonjour à toutes et à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce 219e briefing. Alors, nous devrions être trois, sauf que on a un petit problème technique et Arnaud Dubien a beaucoup de mal à nous rejoindre. Donc, j'espère qu'il va réussir à le faire en cours de route. Mais on va commencer par Igor, donc qui va continuer la saga Trumpiste, j'imagine, et puis nous parler d'autres choses diverses. Et puis, si jamais Arnaud ne réussit pas à nous rejoindre, tu auras peut-être quelques petites choses à dire quand même sur les domaines économiques et politiques russes en son absence. Voilà, ben écoute, à toi et on t'écoute. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais poursuivre sur les développements liés à l'élection américaine dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Alors, on en sait un petit peu plus sur notamment l'équipe dont Trump compte s'entourer, hein. Gilles, la semaine dernière, me posait la question sur qui est-ce qui est pressenti. Alors, on était à 24 ou 36 heures après l'annonce des résultats. C'est évidemment un petit peu tôt, même si certains noms circulaient déjà. Bon, là, on en sait un peu plus, puisque depuis environ 48 heures, on a quand même des déclarations de Donald Trump sur la composition de son équipe. Alors, je l'avais cité la semaine dernière comme étant un potentiel candidat pour un poste, sans trop savoir lequel, mais Marco Rubio, donc le sénateur de Floride, semble en effet faire partie de l'équipe, puisqu'il devrait être secrétaire d'État, prendre donc la succession de Monsieur Blinken à la tête de la diplomatie américaine. Monsieur Rubio, donc, je l'ai dit, sénateur de Floride, républicain, il a été tout d'abord un très gros critique de Donald Trump, hein, à l'intérieur du camp républicain avant de finalement se rallier, j'allais dire, au président, président candidat, candidat président, hein. Il est sous sanction russe. Il est connu pour ses positions très fermes à l'égard de la Russie, hein. Il est en faveur des sanctions. Mais ce n'est pas ça n'en fait pas pour autant un fervent soutien de l'Ukraine, puisqu'il est connu aussi pour être très ambivalent, fuyant sur notamment l'aide à l'Ukraine et la nécessité de poursuivre l'aide à l'Ukraine. Le deuxième nom, alors lui que je ne connaissais pas, hein, je pense comme la plupart d'entre nous, c'est celui du futur secrétaire à la Défense, Monsieur Pete Hegseth, alors, qui a un profil assez, j'allais dire, atypique, puisqu'il occupe actuellement un poste de présentateur sur Fox News, mais il a un parcours de militaire. En tout cas, il était dans la garde nationale, il est passé par l'Irak, il est passé par l'Afghanistan, et il est connu pour être à peu près totalement aligné sur les opinions de Donald Trump concernant le dossier ukrainien. Donc ça, c'est pour le Pentagone. Le troisième personnage, c'est Monsieur Mike Waltz, qui va être conseiller à la sécurité nationale. Il est représentant de la Floride. Il a longtemps soutenu l'aide à l'Ukraine, disons jusqu'à le début de cette année. Puis, il a un petit peu changé le fusil d'épaule puisqu'il n'a pas voté le dernier paquet d'aide à l'Ukraine, celui qui est resté bloqué à la Chambre des représentants pendant des mois, en fait, hein, le fameux paquet de 61 milliards de dollars. Souvenez-vous, je vous avais un petit peu fait aussi la saga, hein, de ce vote de ces 61 milliards de dollars. Eh bien, il fait partie des représentants, Chambre des représentants, hein, républicains, qui s'est abstenu, enfin, en tout cas, qui n'a pas voté ce paquet d'aide. Il a, à cette époque-là, notamment fait des déclarations selon lesquelles, d'après lui, la politique du chèque en blanc est terminée pour l'Ukraine et que les Européens doivent s'investir davantage pour aider les Ukrainiens. Voilà, donc ce monsieur va être conseiller à la sécurité nationale, il va donc prendre la suite de monsieur Jake Sullivan. Alors c'est un poste très important parce que conseiller à la sécurité nationale, c'est quelqu'un qui siège au quotidien à côté du président. C'est celui qui organise les briefings quotidiens pour le président des États-Unis sur toutes les questions de sécurité, de défense, de renseignement, etc. Et donc, c'est, comme on dit, quelqu'un qui a l'oreille du président. Et donc, on voit que c'est quelqu'un, Mike Waltz, qui est une fois de plus sur une ligne quand même très sceptique à l'égard de l'Ukraine. Une autre figure, alors là, qui a été tout de suite controversée quand on a annoncé le profil, c'est Madame Tulsi Gabbard, qui a été nommée hier, en tout cas qui Donald Trump souhaiterait faire d'elle la directrice du renseignement national.
Le profil doit encore être confirmé par le Sénat, hein. C'est donc une ancienne démocrate qui est passée dans le camp républicain, représentante d'Hawaï. Elle a un profil très atypique, on pourrait dire en forme de profil de dissidente en quelque sorte dans l'establishment américain, puisque elle est connue pour s'être opposée à la politique américaine en Syrie, hein, à l'époque de la guerre en Syrie. Elle a d'ailleurs rencontré personnellement Bachar el-Assad en 2017, une figure de dissidente en quelque sorte, et elle est aussi opposée à la politique américaine sur l'Ukraine. Alors, pour voir si elle sera confirmée par le Sénat, parce qu'elle fait vraiment, elle a un profil de novice sur le renseignement. C'est pas quelqu'un qui vient du monde du renseignement. Et donc, elle se retrouve parachutée à ce poste de directrice du renseignement national sous réserve de confirmation par le Sénat. Pour finir sur le renseignement, le directeur de la CIA, ça devrait être John Ratcliffe, qui lui, en revanche, est quelqu'un qui vient du monde du renseignement, en tout cas qui a été directeur du renseignement national sous la première administration Trump, pendant la période de la pandémie, enfin sur la fin de l'administration Trump. Et donc, il devrait être directeur de la CIA. Donc, ce qu'on peut dire sur ces profils, bon, d'abord, il n'a pas repris des personnes de l'ancienne équipe. Ça avait été dit assez rapidement par Donald Trump, en fait. Donc, on ne retrouve pas Mike Pompeo, qui avait été justement directeur de la CIA, avant ensuite de passer au secrétariat d'État en remplacement, souvenez-vous, de Monsieur Rex Tillerson, T-Rex, comme on l'appelait à l'époque, qui avait des relations exécrables avec Donald Trump. Donc pas de Mike Pompeo, pas de Nikki Haley, qui était aussi représentante des États-Unis à l'ONU. C'est des gens qu'il n'a pas repris. C'est des gens qui sont, indépendamment de leur, j'ai dire, leur parcours professionnel, tous connus pour leur loyauté à l'égard de Trump, avec le bémol que j'ai indiqué sur Marco Rubio, hein, évidemment. Mais néanmoins, les autres sont clairement marqués par leur loyauté à l'égard du président, quitte à ce que leur compétences puissent être questionnées sur les postes qu'ils vont être amenés à occuper. Et ils ont tous aussi en commun de faire de la Chine le principal défi géopolitique des États-Unis. Là-dessus, ils sont à peu près tous d'accord. Et ils ont aussi effectivement tous en commun de, comment dirais-je, d'avoir une attitude assez sceptique à l'égard du soutien à l'Ukraine. Alors à ce stade, on peut donc dire que le quoi qu'il en coûte, avec une équipe telle que je l'ai décrite, a priori, est définitivement, comment dirais-je, compromis. Et même le aussi longtemps qu'il le faudra, s'était déjà substitué au quoi qu'il en coûte depuis quelques mois maintenant, y compris au sein de l'administration Biden, même ce aussi longtemps qu'il le faudra et paraît, comment dirais-je, questionnable. En tout cas, on verra dans quelle mesure un futur hypothétique nouveau paquet de 60 milliards ou plus pourrait être présenté au Congrès. Ça paraît quand même très peu plausible. Alors, néanmoins, s'il devait y avoir un lâchage de l'Ukraine, hein, entre guillemets, il faudrait bien comprendre qu'il y aurait des conséquences pour le système d'alliance des États-Unis dans le Pacifique, parce que si demain les Américains lâchent purement et simplement les Ukrainiens, que vont se dire les Sud-Coréens, que vont se dire les Japonais, quid de l'AUKUS, hein, ce pacte militaro-industriel du Pacifique, ça va quand même poser un certain nombre de questions, et évidemment, ce ne serait pas sans conséquences pour d'autres fronts que les États-Unis considèrent comme prioritaires, enfin l'autre front qu'ils considèrent prioritaire, qui est quand même la zone Asie-Pacifique. Alors, en attendant que cette administration prenne ses fonctions, alors un poste encore qu'il faut évoquer, alors pour l'instant on n'a pas de profil, mais on a appris hier que l'administration Trump compte nommer un envoyé spécial pour le règlement du conflit en Ukraine. Ce qui compte un premier pas vers, j'allais dire, une démarche américaine, une initiative américaine en ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas de nom sur le profil, on n'a même pas de, comment dirais-je, d'indice. On sait que lors du premier mandat Trump, le président américain n'avait pas hésité à s'entourer de certains think tankers, hein, de certains analystes. Alors on se souvient de Fiona Hill qui avait été conseillère Russie à la Maison Blanche, c'est-à-dire ce qui avait été lourdement reproché par certains de ses collègues au sein du monde des think tanks de Washington. On se souvient de Kurt Volker, qui était un ancien ambassadeur américain, passé lui aussi dans le conseil, l'analyse, la réflexion stratégique, qui avait été aussi nommé sur un poste à l'interface avec les Russes, en lien avec, à l'époque,
le dossier Allô, allô. ukrainien et les accords de Minsk II. Mais c'est un poste qu'il occupait à mi-temps et il n'avait pas été franchement, comment dirais-je, très Est-ce pro ce dossier-là. включена? Donc, il faudra voir avec qui va choisir. Est-ce que ça va être plutôt un technicien, donc quelqu'un issu, j'allais dire, de ce vivier des think tanks de Washington. Je rappelle qu'il y a quand même certains centres à Washington connus pour leur position très conservatrice, hein, qui ont fait campagne pratiquement ouvertement pour Trump, hein. Est-ce qu'il va prendre un profil plutôt politique? Voilà, on verra, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait un profil d'envoyé spécial qui se dessine, un envoyé spécial pour le règlement du conflit en Ukraine, qui soit dans les cartons. Alors j'en viens à l'aide militaire, donc j'évoquais juste avant, hein, où est-ce qu'on en est? Alors aux États-Unis, il semble que les Américains, enfin l'administration Biden sortante va essayer de tout faire pour transférer, comme je le disais la semaine dernière, le plus possible de matériel, d'assistance à l'Ukraine avant de quitter la scène. Alors, on a appris cette semaine qu'il restait 7,1 milliards de dollars de crédits disponibles pour l'Ukraine sur la ligne du PDA, c'est-à-dire finalement 7 milliards qui devraient servir à puiser du matériel dans l'arsenal américain pour être transféré le plus rapidement possible aux Ukrainiens, un peu plus de 7 milliards, et qu'il restait un peu plus de 2 milliards sur l'autre ligne budgétaire, le USAI. Ça, c'est quand les Américains décident de commander auprès des industriels américains du matériel. Et donc, évidemment, ça prend plus de temps pour arriver sur le champ de bataille. Donc, en tout et pour tout, un peu plus de 9 milliards de dollars qui restent dans le budget pour l'Ukraine que les Américains vont essayer de dépenser le plus vite possible d'ici janvier. Joe Biden, cette semaine, a levé des restrictions qui pesaient sur le déploiement de contractuels militaires américains en Ukraine en vue de permettre des opérations de maintenance. C'est-à-dire que ces contractuels-là pourront désormais réparer directement en Ukraine les batteries patriotes, les blindés endommagés, les pièces, comment dirais-je, le système de défense anti-aérienne endommagé. Jusqu'à présent, ce matériel doit être retiré d'Ukraine, transporté en Pologne, en Allemagne, voire pour les patriotes potentiellement jusqu'aux États-Unis pour être réparé, ce qui prend évidemment énormément de temps, coûte horriblement cher. Il y avait des restrictions qui pesaient sur le déploiement de personnel militaire américain en vue des opérations de maintenance. Eh bien, ces restrictions ont été levées. Alors, du côté de la France, il y a aussi eu quelques déclarations que j'ai relevées, quelques initiatives. Donc, dans le JDD, M. Lecornu, ministre des Armées, a indiqué que la France allait livrer un lot d'une dizaine de missiles de croisière Scalp à l'Ukraine, et de même que des missiles pour les systèmes antiaériens Mistral. Par ailleurs, je vous avais parlé des Mirages et de la perspective de livraison de Mirages français à l'Ukraine. Eh bien, on a appris cette semaine que ce serait un lot de 6 Mirages 2000 qui seraient livrés aux Ukrainiens. Alors, ça fait réagir les experts qui ont expliqué que logistiquement, pour la maintenance, ça allait être un casse-tête incroyable pour au final seulement 6 appareils. Et donc, certains experts expliquant que tant qu'à faire, autant en livrer plus et ne pas s'en tenir à 6, puisque de toute façon, ce sont des appareils qui ne servent plus à grand-chose au sein de l'armée de l'air. Mais en tout cas, voilà, on a donc un autre 6 appareils. Et puis, troisième information du côté de la France, celle que j'ai pu pêcher dans le canard enchaîné, eh bien, apparemment, M. Macron a lui aussi décidé d'envoyer des spécialistes civils et militaires français en Ukraine, puisqu'une équipe de 600 spécialistes civils et militaires français devrait partir pour l'Ukraine en vue de contribuer, je cite, à l'industrialisation militaire du pays. Ce sont donc des personnels issus d'une douzaine de groupes industriels bien connus, hein, qu'on connaît tous, qui devraient être déployés là-bas, donc sous la direction du ministère des Armées et de la DGA pour aider les Ukrainiens donc dans leur la maintenance, et même au-delà de la maintenance, une fois que les hostilités se seront arrêtées, leur permettre de recomposer leur complexe militaro-industriel. Alors, je reviens un instant sur le dossier États-Unis, cette fois-ci Russie. Il y a eu une information qui a été donnée en fin de semaine dernière selon laquelle Vladimir Poutine et Donald Trump se seraient parlé au téléphone le lendemain de l'élection de Donald Trump.
une information donc, qui a été donnée par le Washington Post et qui a été démentie quelques jours après par Dmitry Peskov, qui a catégoriquement expliqué que il n'y avait eu aucun contact téléphonique entre les deux hommes mais que les Russes restaient évidemment ouverts aux discussions, enfin des choses qu'on a déjà pu entendre. Je vais terminer avec une information sur l'Allemagne, parce que comme vous savez, le gouvernement, la coalition de Olaf Scholz s'est effondrée la semaine dernière, ce qui, au passage, entre parenthèses, pour l'Ukraine est une deuxième mauvaise nouvelle, puisque ces deux principaux bailleurs de fonds, les États-Unis et l'Allemagne, et les deux principaux soutiens en termes d'aide militaire, les États-Unis et l'Allemagne, sont désormais incertains aux États-Unis, puisque Donald Trump a été élu, et en Allemagne, puisque la coalition qu'on appelait la coalition tricolore, le feu rouge, s'est effondré après que le ministre des Finances du Parti libéral, M. Merz, ait été remercié par Olaf Scholz. Donc il y aura des élections anticipées, manifestement le 23 février. Dans les sondages aujourd'hui, c'est M. Merz, Friedrich Merz, qui est donné gagnant, si le scrutin se tenait aujourd'hui. Et le chancelier, Olaf Scholz, est deuxième donc dans ces sondages. Alors, M. Merz, lui, a des positions, comment dirais-je, sur l'Ukraine, selon lesquels il explique qu'il s'apprêterait à parler avec Vladimir Poutine, mais que si Vladimir Poutine refuse de négocier, eh bien, lui lèverait les restrictions sur la livraison des missiles de croisière taurus et relancerait la machine de l'aide à l'Ukraine, que Olaf Scholz a quand même tendance ces derniers mois à temporiser, hein. Je rappelle que l'aide allemande à l'Ukraine va être divisée par deux pour des raisons financières. Monsieur Scholz lui a réexpliqué le 11 novembre qu'il comptait effectivement appeler Vladimir Poutine, hein. C'est une information qui avait déjà été donnée à la rentrée en septembre. Depuis, il n'y a pas eu de coup de fil entre les deux hommes, mais Olaf Scholz compte toujours contacter le président russe. Voilà, Gilles, je m'arrête là. Je vois qu'Arnaud a pu se connecter. Et donc, on va avoir droit à la partie économie et politique intérieure. Voilà, oui, d'autant plus qu'il n'y a pas de questions directement sur ta partie là tout de suite. Donc, on va voir si ça arrive. Et donc, nous écoutons Monsieur Dubien, qu'on est content de voir après 2 semaines d'absence, avec ses nombreuses conférences. C'est bien de revenir nous voir. C'est à toi. Bonjour Président, merci. Je suis également ravi de vous retrouver malgré les péripéties techniques qui ont failli compromettre ma participation aujourd'hui. Quelques mots d'économie avec la nouvelle du jour. C'est le plafond de 1 dollar pour 100 roubles qui vient d'être atteint aujourd'hui. Ce n'était pas arrivé depuis le mois d'août 2023, donc un accès de faiblesse de la monnaie russe. Les raisons ne sont pas vraiment claires. En tout cas, à première vue, ça ne viendrait pas du commerce extérieur, puisque, en tout cas, sur les 9 premiers mois de l'année, il enregistre un excédent de 115 milliards de dollars en hausse par rapport à l'année dernière. Donc, affaire à suivre, mais on sait que si la dédollarisation de l'économie, des échanges et quelque part des esprits est en marche en Russie, ce type de symbole, effectivement, n'est pas du meilleur effet et continue à parler malgré tout à la population, au-delà des conséquences directes, notamment le renchérissement des importations. Quelques mots de macroéconomie avec des chiffres du produit intérieur brut. Que voit-on? On voit en début d'automne que la croissance a repris après un ralentissement observé au mois d'août. Pour septembre, le PIB a cru de 2,9% et sur l'ensemble du troisième trimestre, la croissance s'élève à 3,1%. On voit également que les indices PMI pour les industries manufacturières repassent en zone positive à 50,6 et celui des services augmente également en octobre et atteint 51,6. Pour autant, l'ensemble des acteurs, que ce soit la Banque centrale, le ministère de l'économie, les entreprises, tout simplement, anticipent un ralentissement de l'activité au cours des semaines et des mois qui viennent. Je rappelle que le gouvernement table pour 2025 sur une croissance de 2,5% contre 3,9% attendu cette année. Euh, un autre chiffre plutôt encourageant, bien qu'attendu, le chiffre relatif à l'exécution du budget fédéral, qui fait apparaître un déficit extrêmement limité de 0,1%, selon les premiers chiffres fournis par le ministère des Finances. Quelques nouvelles plus sectorielles avec
une nouvelle qui va intéresser Igor, j'en suis sûr, et elle ne lui a pas échappé. Rosneft, qui a entamé les discussions avec la banque d'État VTB en vue de la cession du chantier naval Zvezda, que la compagnie co-gère avec Gazprom Bank. Il s'agit d'un chantier naval important, situé en Extrême-Orient, qui construit notamment des méthaniers, des tankers, mais également des brise-glaces à propulsion atomique. Ce chantier naval était censé accompagner la montée en puissance de la voie maritime du Nord, des exportations de GNL. Or, que voit-on? On voit une infrastructure qui, certes, a été créée, produit des bâtiments, mais à un rythme beaucoup moins élevé que prévu et avec des difficultés liées notamment aux sanctions, les coopérations qui avaient été nouées avec les Coréens, avec Samsung en particulier, sur les méthaniers brise-glace, eh bien, sont suspendus. Donc, Rosneft cherche en quelque sorte à, si j'ose dire, refiler le bébé ou le mistigris à OSK, qui est géré par VTB. Donc, cela traduit en réalité une certaine difficulté du secteur des constructions navales civiles dans un contexte de sanctions et de dépendance technologique non surmontée à l'égard des Coréens du Sud, également des Japonais, des Chinois, et pour des segments très spécifiques des Occidentaux, je pense en particulier aux membranes qui doivent équiper les méthaniers brise-glace et qui, jusqu'à une date récente, étaient fournis par des sociétés françaises. Autre brève sectorielle, Aeroflot. J'en parle parce qu'on sait que cette entreprise avait beaucoup souffert en 2022 de la perte du marché occidental. Elle a dû, dans l'urgence, redéfinir son réseau de destination, de desserte. Elle a dû également négocier la récupération de certains appareils bloqués en Occident. Aujourd'hui, que voit-on? Sur les 10 premiers mois de l'année, un trafic en hausse à 47,3 millions de passagers, 36 sur les lignes intérieures, pratiquement 11 sur les vols internationaux, et un coefficient de remplissage des avions de 91%. Donc un groupe qui a fait la preuve de sa capacité d'adaptation, mais on verra si les défis à venir, et notamment la maintenance de cette flotte, essentiellement composée d'Airbus et de Boeing, est tenable dans la durée. L'avantage d'Aeroflot, c'est que son parc était parmi les plus récents au monde, et donc les avions sont assez jeunes et restent assez jeunes. Mais le grand sujet macroéconomique et quelque part politique qui agite les élites et au-delà les acteurs de l'économie russe, c'est l'inflation et le taux directeur de la Banque centrale, les taux d'intérêt. L'inflation reste élevée, plus de 8,5% au mois d'octobre. Je sais qu'Igor en a parlé lors de précédentes séances. Cela a conduit la Banque centrale de Russie à relever son taux directeur de 19 à 21 points lors de la session du 25 octobre. Et cela pose problème. Cela pose problème à beaucoup d'entreprises. Il faut savoir qu'en Russie, on emprunte le plus souvent à des taux flottants. Alors sur le papier, c'est fixe, sauf quand il y a des changements de taux directeur, des circonstances exceptionnelles. Et donc en réalité, euh, euh, la plupart des acteurs euh, ressentent les conséquences du relèvement du taux directeur de la Banque centrale. Donc ça pose des problèmes de solvabilité pour de nombreuses entreprises, petites et moyennes en particulier, mais pas seulement. Cela pose des problèmes également aux ménages, hein, puisque les ménages russes, de façon générale, sont assez endettés et ils reçoivent des avis, des notifications de leur banque leur indiquant que les mensualités sont augmentées, sans préavis ou presque. Donc il y a de fortes tensions, des inquiétudes. Et ces inquiétudes, elles sont répercutées notamment à la Douma d'État, la chambre basse du Parlement, par les groupes d'opposition, par certains acteurs industriels également. Alors pour l'instant, Russie Unie soutient la politique de la Banque centrale, ce qui veut dire que le Kremlin est aligné, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, avec la Banque de Russie. Mais si Madame Nebulina avait réussi à se faire pardonner la saisie des 300 milliards d'actifs de la Banque centrale à l'étranger,
faut dire qu'elle n'était pas vraiment pour grand-chose et que personne ne l'avait prévenu qu'une opération militaire spéciale allait se déclencher le 24 février 2022. Là, le choix monétaire, c'est le sien. C'est le sien et celui de ses collègues directeurs de la Banque de Russie. Euh, Pourquoi c'est critiqué également? Parce que l'inflation ne baisse pas, malgré les hausses consécutives du taux directeur. Donc, une mesure qui est perçue comme pénalisante par les représentants de ce qu'on appelle l'économie réelle, avec peu d'impact, pour l'instant en tout cas, sur l'inflation. Il faudra voir ce qui se passe en décembre. Certains évoquent une nouvelle hausse à 23 points. Personnellement, j'ai du mal à y croire au vu de la levée de bouclier qui a lieu sous nos yeux à Moscou. Et je pense que les positions de Madame Nabilouina, si l'inflation ne devait pas baisser assez rapidement, seraient peut-être pas menacées, mais en tout cas, son poids dans le dispositif économique serait contesté. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au-delà des chiffres macroéconomiques, il y a des problèmes très concrets qui se posent pour la population en termes d'inflation alimentaire. L'inflation alimentaire, elle est très largement supérieure à la moyenne. Il y a des problèmes au niveau des œufs. Alors, c'était surtout l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est le beurre. Donc, des produits évidemment de base très utilisés par les Russes. Et tous les Russes sont confrontés à cette inflation alimentaire, y compris d'ailleurs les électeurs de Poutine, les soutiens du pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui devient sensible. Là, on sort des débats techniques, des débats macroéconomiques. Ce dossier acquiert une dimension éminemment sociale et politique et donc doit être suivi. J'en viens précisément aux questions de politique et intérieure et aux questions de société. Une information tout d'abord, la ligne directe du président Poutine devrait se tenir au cours de la deuxième moitié de décembre et comme l'année dernière, elle sera fusionnée avec la grande conférence de presse annuelle du président russe. Une autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est la fermeture présentée comme temporaire et expliquée officiellement par des raisons de sécurité incendie du musée du Goulag à Moscou, qui est une institution bien connue, fondée en 2001, à la muséographie assez remarquable. Je dois avouer l'avoir visité assez récemment et avoir été très marqué par ce musée. Nous dirons pudiquement que tout le monde ne croit pas à la version officielle expliquant la fermeture, ni sur le caractère forcément provisoire de la chose. En tout cas, c'est évidemment un dossier à suivre et qui s'inscrit dans une certaine tendance de la politique mémorielle de l'État russe. J'en viens à d'autres nouvelles qui sont un petit peu dans le même registre, avec la justice russe qui a condamné avant-hier à 5 ans et demi de détention Nadejda Bouyanova, qui est une pédiatre de 67 ans, exerçant à Moscou, et qui a été accusée par la mère d'un de ses patients d'avoir critiqué la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine lors d'une consultation. Cette affaire fait grand bruit. Il y a également une autre condamnation, celle de Ksenia Karelina, qui est une citoyenne russo-américaine, qui a écopé de 12 ans de prison pour trahison après avoir effectué un don de 50 euros à une ONG soutenant l'Ukraine. Puisqu'on parle d'Ukraine, on va parler de Koursk, alors non pas dans le registre militaire, ce que nous ne faisons jamais, mais dans le registre politique. Que s'est-il passé ces derniers jours? Il y a eu une manifestation dans le centre de la capitale régionale, réunissant quelques dizaines de personnes déplacées après les combats qui ont éclaté dans les districts de Soudzha et de Korenevo, en particulier au mois d'août. Les autorités ont réagi en infligeant une amende, alors pas très élevée certes, mais tout de même à l'organisateur de cette manifestation qualifiée d'illégale. Mais surtout, le gouverneur a annoncé le renvoi des deux chefs de district. Et par ailleurs, le pompier de secours, en la personne du vice-premier ministre Marat Rousnoulin, qui est en charge, vous le savez, des infrastructures, du BTP, a été dépêché sur place pour essayer de rassurer. Quelques initiatives parlementaires, législatives. On a appris que les étrangers
en situation irrégulière ne pourront plus se marier en Russie. Si on en croit le ministère de la Justice, les officiers d'état civil devront en effet vérifier au préalable que les personnes étrangères souhaitant se marier en Russie ne figurent pas dans le registre des personnes dites contrôlées. Les personnes dites contrôlées, ce sont les personnes qui sont entrées légalement sur le territoire de la fédération, mais qui ne l'ont pas quitté au terme de leur titre de séjour ou de leur visa. Enfin, une dernière initiative de la Douma d'État avec un projet de loi sur, je cite, le contrôle des activités des personnes se trouvant sous influence étrangère, qui doit être déposé aujourd'hui, et il prévoit que les revenus des agents étrangers, entre guillemets, devront être placés sur un compte bancaire de type C en roubles, et que les personnes concernées n'y auront accès qu'une fois que le statut d'agent étranger leur aura été retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autorités cherchent à empêcher les agents étrangers, les personnes qui ont été qualifiées d'agents étrangers par le ministère de la Justice, de travailler en Russie. Or, il y en avait encore, et certaines de très connues, hein. On pense en particulier à des blogueurs, par exemple Yurido, tiens, qui est très connu, qui a une audience de plusieurs millions de personnes, qui continuait ses activités malgré le statut d'agent étranger. Formellement, il peut continuer, mais il ne gagnera plus sa vie, en Russie en tout cas, par ce biais-là. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais dire de l'actualité économique et politique, et je suis évidemment à disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, c'était très riche encore une fois, il y a plein de choses. Alors, un certain nombre de questions. Une première qui nous dit, le journal Commerçant indique que le gouvernement réfléchit à une réduction de 10% des fonctionnaires. Est-ce que c'est des questions budgétaires ou c'est pour soulager le marché de l'emploi? Ou y a-t-il d'autres raisons? Ou est-ce que c'est la pression de Musk qui donne le bon exemple, y compris à notre secrétaire d'État français? Alors, ce n'est pas la première fois hein, que ce type d'initiative, en tout cas de réflexion, est mentionné. J'ai le souvenir, il y a quelques mois, est-ce que c'était au début de l'année ou l'année dernière, d'une volonté du gouvernement Michoustine de réduire la voilure. Je ne crois pas que ce soit budgétaire. J'ai dit que le budget était plutôt bien tenu. Peut-être effectivement dans un contexte de tension sur le marché de l'emploi, et bien finalement de libérer quelques forces productives pour d'autres choses. Je pense que Michoustine est de façon générale dans une optique d'optimisation et d'efficacité. Et il a dû considérer que toutes les agences fédérales, tous les ministères, qui ne sont pas forcément justifiés, en tout cas qu'il y a peut-être des doublons. Et je pense que c'est plus au nom de l'efficacité fonctionnelle qu'au nom d'économie, même s'il peut y avoir des économies, que ce type d'initiative voit le jour. Je crois que les personnes qui sont concernées par ce projet de réduction, c'est dans l'équivalent de la fonction publique territoriale en Russie. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pour les gens qui sont déployés dans les appareils, dans les régions. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'on parle quand même de près de 40 000 postes qui pourraient être, donc sur les 400 000 que représente cette fonction territoriale en Russie, visiblement, c'est 40 000 qui pourraient effectivement sauter. Oui, ce serait peut-être plus un changement de statut en réalité que les suppressions d'emplois. C'est-à-dire que il serait payé directement par les régions ou les villes, hein, c'est probablement. Enfin, bon, à suivre en tout cas. On nous parle aussi de deux adolescentes arrêtées pour des plaisanteries sur Crocus City. Donc ça va avec les condamnations, j'imagine que tu as citées déjà. Euh, on nous demande aussi, là, il y aurait la Commission européenne pense à de nouvelles sanctions contre les navires pétroliers transportant le pétrole russe. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'il n'y a pas déjà actuellement? Alors on peut, je pense, malheureusement, faire confiance à certains fonctionnaires européens pour trouver de nouvelles cibles. Alors personnellement, je ne vais pas leur en donner pour le cas où cela leur aurait échappé.
Mais que peut-on dire? On peut dire qu'il y a un 15e paquet, effectivement, qui se prépare après une pause de 6 mois qui correspond à la présidence hongroise. Monsieur Orban n'avait pas souhaité mettre sur la table de nouvelles sanctions au cours de ces 10 derniers mois. Et là, il y a une conjonction évidemment singulière avec une présidence polonaise de l'Union européenne, et on connaît les positions traditionnelles de la Pologne à l'égard de la Russie, avec une nouvelle commission qui est, de l'avis général, extrêmement hostile à la Russie, sa présidente, Madame von der Leyen, qui représente l'atlantisme, j'allais dire, ancienne mode, mais qui est aux affaires, et deux commissaires à la défense et aux affaires étrangères, issus des pays baltes et connus également pour leur prise de position radicale à l'égard de la Russie, bien avant d'ailleurs le conflit ukrainien. Donc il y a, je vais dire, un alignement. Et il y a peut-être aussi la volonté d'envoyer des signaux à la fois à Washington et à Kiev, à Washington pour dire l'Europe, quoi que vous décidez, euh, maintiendra sa politique, indépendamment de la vôtre, et à l'égard de Kiev, dire nous gardons le cap, nous vous aidons, et nous maintenons la pression sur la Russie. Alors, s'agissant des pétroliers, j'ai vu effectivement passer ces idées qui émanent plus, je crois, à ce stade d'ailleurs du Parlement européen que de la Commission, mais c'est à suivre. Il s'agirait effectivement d'interdire à certains pétroliers de la flotte dite clandestine d'œuvrer dans les européennes. Ceci dit, mais là, je m'en remets à Igor. Il me semble il y aurait là des questions liées à la circulation, à la liberté de circulation en mer qui se poseraient assez immédiatement. Et j'ai le souvenir que l'année dernière, la Russie avait très vivement réagi aux rumeurs. Il ne s'agit même pas de projet, mais de rumeurs de blocage de la Baltique pour certains bâtiments commerciaux. Donc, à voir, mais spécifiquement ce type de mesure restreignant ou interdisant l'accès enfin, ou la sortie de la Russie de la Baltique, ça me paraît extrêmement dangereux mais assez et difficilement défendable d'un point de vue juridique. Ouais, effectivement, c'était une piste qui a été évoquée, que j'ai revue encore récemment dans la presse et qui est promue notamment par les Danois, Mhm. puisqu'ils contrôlent l'accès à la Baltique à travers le Sund, hein. Mais ils sont pas tout seuls. Il serait question de pouvoir leur donner la possibilité de réaliser des inspections, intercepter des navires, voire d'immobiliser des navires. Enfin, pour l'instant, ce sont des choses qui se discutent, hein, on n'a pas d'éléments précis. Donc, c'est vrai qu'on serait quand même dans un, comment dirais-je, dans un contexte assez extraordinaire, hein, dans le sens qu'on sortirait vraiment des normes et des choses du droit maritime, visiblement, mais bon, ce serait peut-être pas notre première surprise. Sur ce 15e paquet, ce que j'ai encore vu passer, c'est qu'il y a la question du LNG qui est remise sur la table. Visiblement, dans ce 15e paquet, les Européens souhaitent avancer sur les restrictions et les interdictions liées au gaz naturel liquéfié. Visiblement, il y a certains pays, notamment les Polonais, mais pas seulement, qui souhaitent remettre sur la table le sujet du nucléaire civil. Finalement, c'est les derniers secteurs qui n'ont pas été touchés par les sanctions au terme de 14 paquets, hein, donc il n'en reste pas beaucoup. Et on s'attaque, j'allais dire, au dernier carré, de Peut-être choses qui ont été l'agriculture sanctuarisées. aussi. On peut imaginer que certains secteurs très spécifiques liés à l'agriculture soient ciblés et pourquoi pas le secteur médical. Encore une fois, comme vous le dites, là, on explore les derniers recoins épargnés jusqu'ici. Et alors, un dernier point sur Madame van der Leyen dont Arnaud parlait. Elle vient de la même famille politique que Monsieur Merz, qui justement est aujourd'hui en tête dans les sondages à Berlin. Et donc, je vous laisse imaginer, si jamais c'est lui qui était élu chancelier, il y aura un axe Bruxelles-Berlin qui sera un petit peu plus, comment dirais-je, fonctionnel. En tout cas, il y aura plus de fluidité certainement dans les communications. Eh bien, alors une question plus locale, peut-être pour Arnaud, parce que c'est lui qui avait lancé le vaisseau lièvre et lancé ce pavé dans la mare. On est au de la vendetta tchétchéno-dagestanaise, calme plat. Est-ce qu'on a Oui, réussi alors est-ce que à c'est calme calmer avant les la tempête? ardeurs? En tout cas, depuis 2 bonnes semaines, peut-être même 3, Voilà.
Je n'ai pas vu passer de nouvelles, de nouveaux éléments. Comme à l'accoutumée, ce type de conflit, ça se règle en coulisses. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu des manifestations publiques, des manifestations violentes dans le centre de Moscou de surcroît, ce qui était assez inhabituel, en tout cas ce dont on avait un peu perdu l'habitude. Mais ça a été apparemment calmé pour l'instant de façon discrète en coulisses. J'observe que M. Kirimov, qui a toujours été discret, le reste, et le chef de la Tchétchénie, Kadyrov, sort, s'exprime, mais pas sur ce sujet-là. Très bien, on va finir sur une question qui est plus franco-française, mais je pense liée à l'actualité et à la possible interdiction de se présenter aux élections de Marine Le Pen. Et donc, on parle de M. Bardella. Comment est-il perçu par les autorités russes, si elles le connaissent? Je ne sais pas, il faudrait demander aux autorités russes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la décision, les réquisitions du parquet hier ont interpellé les médias russes. J'ai moi-même fait l'objet de sollicitations aujourd'hui pour commenter ces réquisitions. Monsieur Bardella, je ne sais pas, je pense en réalité, mais ça n'engage que moi, je pense que les observateurs russes, de façon un peu plus large, d'abord connaissent assez mal Monsieur Bardella, mais pour ceux qui s'intéressent aux questions françaises, voient en lui plutôt quelqu'un qui pencherait du côté de Madame Mélanie sur les questions de politique étrangère, et qui serait peut-être moins soucieux d'établir ou de rétablir une relation forte avec la Russie. Mais je suis encore une fois prudent parce que je n'ai pas vu passer de commentaires, d'évaluations, même dans les cercles de recherche, sur Monsieur Bardella et sur ce que pourrait être sa politique étrangère. J'ai Bien, mais l'impression, j'ai juste un petit mot pour dire en complément, j'ai l'impression que Marion Maréchal a fait l'objet de plus de papiers à l'époque que Jordan Bardella. J'ai l'impression que son profil a plus intrigué au moins la presse fédérale russe à une certaine époque. On a pu lire plus sur elle. Mais c'est vrai que Bardella, soit c'est trop frais, soit ils ne s'en sont pas suffisamment intéressés, mais je n'ai pas non plus relevé grand-chose à son sujet en général ces derniers mois du côté de la presse russe, ou des commentateurs ou experts. écoute, on va voir si les choses se précisent et que la situation évolue. Il y aura peut-être des réactions un peu plus intéressées et tranchées, en tout cas. Merci à tous les deux, en tout cas, encore une fois, de votre expertise, toujours fine, intéressante. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le 220e briefing. Là, on espère qu'on aura moins de soucis techniques et que ce sera un peu plus facile. Merci en tout cas de nous suivre aussi fidèlement. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.